Bien, merci à toutes et à tous d'être présents. Donc, on voulait se réunir aujourd'hui pour vous présenter la proposition de résolution 1148, qui est la proposition en fait, de création d'une commission d'enquête, donc l'intitulé est sur les conditions d'usage et de commandement des forces de l'ordre lors des événements survenus en marge de la manifestation parisienne du 1er mai 2018. Donc, c'est ce document qui est là, que vous pouvez retrouver à l'entrée de la salle. Il se trouve que nous avions déposé cette proposition de résolution pour créer cette commission d'enquête la semaine dernière. Alors non, nous n'avions pas des informations de première main la semaine dernière, mais nous avions bien remarqué déjà à l'époque, après la manifestation du 1er mai, qu'il y avait un souci avec cette manifestation qui ne s'était pas déroulée dans un cadre tout à fait normal, où vous aviez déjà une semaine et demie avant la manifestation du 1er mai, par voie de presse, des informations qui disaient que ça allait mal se passer. Elle n'avait même pas encore eu lieu, et même pas quoi que ce soit, ça allait mal se passer. Et quel est le lien finalement avec ce qui fait l'actualité aujourd'hui, à savoir la présence d'Alexandre Benalla et de Vincent Crase dans cette manifestation du 1er mai. Je veux tout de suite passer sur les faits qui sont mis en avant, c'est-à-dire la vidéo où vous voyez Alexandre Benalla s'en prendre violemment à un manifestant, enfin un jeune en tout cas, qui était là sur la place, sans défense, où il l'attrape par le cou, par derrière, il lui met un coup de poing, puis un coup de pied, etc. Enfin, bref, vous avez vu les images tout comme moi. Il y a aussi des éléments qui commencent à arriver les uns après les autres sur cette affaire, où on voit le même Alexandre Benalla et son acolyte, visiblement Vincent Crase, avec un brassard police, cette fois-ci sans casque de CRS, mais un brassard police et un talkie-walkie à la main. Et notamment à proximité du McDonald's qui vient de se faire caillasser par les Black Blocs. Donc on voit bien que ces individus, au-delà, alors je ne sais pas ce qu'ils faisaient après quand ils ont fait les violents là, sur la petite place, est-ce qu'ils étaient là pour se faire plaisir à la fin de la manifestation? En tout cas, ils ont peut-être eu un autre rôle dans le reste de la manifestation. Et c'est ça qu'on veut questionner par la création de cette commission d'enquête, parce que pour ce qui est des violences, il faut que la justice passe, clairement et fermement. C'est des poursuites pénales qui doivent être mises sur pied. Et j'entendais d'ailleurs ce matin le représentant d'Alliance Police Nationale qui déplorait que finalement, si ça avait été un policier dans le même cas de figure, il y aurait eu immédiatement une saisine de l'IGPN, la personne aurait été immédiatement mise à pied pour une durée indéterminée, et il y aurait eu l'ouverture d'une enquête, garde à vue, etc. Et donc il ne peut pas y avoir une sanction de 15 jours comme ça, et puis circuler, il n'y a rien à voir, et surtout, c'est même pas circuler, il n'y a rien à voir, c'est je continue à être central dans le dispositif de sécurité, puisque M. Benalla était dans le bus avec les Bleus, pas plus tard que la semaine dernière. C'est clairement un coup dur pour l'autorité de l'État et aussi pour le ministère de l'Intérieur. Parce que ça jette le discrédit sur tout le dispositif d'ordre et de maintien de l'ordre et d'ordre public. Est-ce que c'était la première fois que ça arrivait? Y a-t-il d'autres manifestations dans lesquelles il y a eu Alexandre Benalla, Vincent Crase, peut-être d'autres individus? Qui a donné les ordres? Parce que c'est ça la chaîne de responsabilité. Est-ce que le préfet de police était au courant? Je pense qu'il était au courant, puisqu'il y avait un escadron de CRS qui les accompagnait sur les images qu'on voit, et qu'ils ont un talkie-walkie à la main, je le répète. Le DGPN était-il au courant? A-t-il donné son aval? Le directeur général de la police nationale? Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb? Était-il en service commandé? Mais on voit bien clairement que la décision, elle vient toujours du même endroit, à savoir la présidence de la République, puisque l'intéressé est quand même chef adjoint au cabinet de la présidence. Et il est indéniable que Macron lui-même était bien au courant de l'affaire, puisque ce qu'on apprend par vos collègues du Monde, c'est que dès le lendemain des événements, il a un échange avec son directeur de cabinet pour demander des sanctions. Alors est-ce que c'est lui qui a demandé 15 jours, est-ce qu'il aurait fallu faire plus, etc. Je laisserai répondre en temps utile le moment où il aura jugé nécessaire d'apporter des éléments. Mais il est très clair qu'on a un enchaînement ici de prise de décision qui ne semble pas à la hauteur de ce
entend quand on parle de maintien de l'ordre, d'ordre républicain et de république tout simplement. Et on voit bien ici que l'exécutif se permet des choses qui vont bien au-delà de l'entendement. Vous savez, on a eu la discussion sur la création d'une commission d'enquête un peu similaire, pas exactement le même objet qui a été proposé par les Républicains pour lutter contre les groupes violents. Alors je ne sais pas si vous avez en tête M. Benalla quand il parlait des groupes violents, à mon avis c'était pas ça, mais c'est notre collègue Stéphane Peu qui dans le débat disait oui, on sait bien qu'il y a des gens infiltrés parmi les policiers qui infiltrent aussi les manifestants, etc., et qui jouent un jeu trouble. Et il évoquait une affaire de 1976. Ça avait fait rire tout le monde dans la commission. Alors, les gens de la République en marche disaient enfin oui, 2007, on est en 2018. Et bien précisément en 2018, nous avons aujourd'hui des éléments qui sont troublants. Et donc cette commission d'enquête, nous pensons que l'objet que nous proposons, elle est vraiment à propos. Si je voulais élargir le propos, justement, je vous parlerai aussi de la sécurité privée. Vous savez qu'il y a une mission d'information qui est conduite en ce moment par Jean-Michel Fauvergue sur le déploiement de la sécurité privée. Le rapport devait nous être présenté avant l'été, finalement il a été remis il sera remis à la rentrée. Alors je ne sais pas si du coup on a déjà intériorisé que la sécurité privée devait avoir une place prépondérante, puisque visiblement Emmanuel Macron a sa propre sécurité privée qui donne des ordres à la police. Tout ça est vraiment plus que troublant. Donc nous voulons faire la lumière sur les actes individuels, c'est la justice qui doit le faire, mais sur les responsabilités politiques et l'enchaînement qui a conduit à ça, et tous les filtres qui n'ont pas été actionnés, qui ont permis qu'un individu sans aucun titre, sans aucun grade, puisse aller tabasser un manifestant. Pourquoi cela, on en arrive là et que tous ces filtres n'ont pas été actionnés. Donc voilà la commission d'enquête. Donc je le rappelle, sur les conditions d'usage et de commandement des forces de l'ordre lors des événements survenus en marge de la manifestation parisienne du 1er mai 2018. Je ne sais pas si mes collègues veulent ajouter. Je veux bien ajouter quelque chose. Ouais, je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est que toute cette affaire, nous n'en saurions rien s'il n'y avait pas eu une enquête du Monde. Voilà. Je dis ça pourquoi ? Parce que on sait que le chef de l'État, via son directeur du cabinet, au minimum, savait que leur collaborateur était impliqué dans une affaire qui a un lien avec le droit, avec un délit pénal, double délit pénal, le fait de tabasser des jeunes manifestants, le fait de se faire passer pour un policier et donc d'usurper une fonction policière. Or, depuis ce matin, je le répète, mais je crois que c'est un point important, l'article 40 du Code de procédure pénale oblige des détenteurs de l'autorité, et qui d'autre que le chef de l'État détient une autorité, à avertir un procureur dès lors qu'il y a un événement. Donc la question, ce n'est pas la question de savoir combien de jours il a été mis à pied ou autre, c'est le fait que la justice aurait dû être interpellée. Si elle ne l'a pas été, moi je n'hésite pas à le dire, c'est que Alexandre Benalla a été protégé, a été couvert. Et donc là, à partir de ça, c'est déjà une première affirmation qui ne souffre pas de supputation, c'est les faits. Mais à partir de là, vient effectivement une deuxième interrogation, c'est pourquoi a-t-il été couvert ? Bien. Et c'est vrai que quand on entend le directeur de cabinet de l'Élysée expliquer, voulant nous faire croire qu'il a autorisé Alexandre Benalla, qu'on retrouve dans quasiment tous les moments les plus importants de sécurité du candidat Macron, puis après en tant que président de la République, au salon, visite du Salon de l'Agriculture, ça a été dit tout à l'heure, par exemple pour la visite des Bleus. Comment va-t-on nous faire croire qu'il a été autorisé à suivre comme observateur, parce que c'est les mots mêmes du directeur du cabinet, une manifestation du type du 1er mai Bien évidemment, moi je n'y crois absolument pas. Donc je pense qu'il avait un autre rôle, et je pense que c'est ce rôle-là sur lequel maintenant il faudrait effectivement travailler. Et l'interrogation donnée par mon collègue Hugo Bernalicis vaut la peine. Moi je ne réponds pas encore par l'affirmative, mais manifestement on ne le voit pas juste être là en observateur, on ne le voit pas juste être là en appui des forces de police, on le voit quasiment à un moment donné donner des consignes. Donc moi je me demande si de la même manière que M. Macron a une vision très dirigiste, très présidentialiste, de sa fonction, est-ce que ça ne va pas jusqu'à penser qu'il peut superviser effectivement le maintien d'ordre? Et quand on voit ce qui s'est passé le 1er mai, franchement, toutes les interrogations sont possibles. Je ne réponds pas au-delà des interrogations, mais je pense qu'il y a matière en tout cas pour des enquêtes journalistiques sur ce personnage, voilà, et sur les raisons pour lesquelles il se retrouve le 1er mai
Comme l'a dit Hugo, tous les événements ont été étonnants sur le 1er mai, tout le monde s'est interrogé, les syndicats de police, pourquoi ça a été géré comme ça. Bizarrement, on trouve un vigile privé de l'Élysée quasiment en train de gérer le maintien de l'ordre. Enfin, c'est quand même hallucinant. Du temps du sac, on aurait trouvé ça déjà étonnant, mais là on nous parle de nouveaux mondes, de nouvelles façons de faire de la politique. Là, manifestement, il y a quand même des choses à creuser. Vous avez déjà utilisé votre droit de tirage, de toute façon c'est en session ordinaire, vous n'intéressez pas une commission d'enquête, donc en fait ça reporte l'ouverture à l'affaire. Oui, alors on a déjà utilisé effectivement notre droit de tirage, mais là à un moment donné c'est une question du pouvoir législatif, de comment on le considère. Il faut que cette commission d'enquête ne soit pas mise en œuvre par le biais d'un droit de tirage. Ce serait quand même assez ubuesque. Il faut qu'elle soit votée par la majorité de cette Assemblée. Donc il faut que la majorité La République En Marche en saisisse. Je vous rappelle que dans le débat constitutionnel actuel, on nous explique que le rôle des députés qui doit être augmenté, c'est celui d'évaluation et de contrôle. Ça tombe bien. Voilà le moment où on peut augmenter notre évaluation et notre contrôle sur des faits comme cela. Je ne crois pas que la majorité à l'Assemblée puisse passer à côté de ce genre d'événement et elle s'honorerait de montrer une certaine forme d'indépendance du pouvoir législatif vis-à-vis de l'exécutif, d'éviter une forme de collusion ou même de couvrir les événements. Donc j'espère bien, et c'est l'interpellation qu'on va faire ici, que la majorité, que M. Ferrand, se saisira de cette commission d'enquête et nous dira oui, M. Bernalicis, oui, le groupe La France Insoumise, dès les premiers jours de septembre en session ordinaire, enfin, du coup octobre plutôt, en session ordinaire, on mettra en place cette commission d'enquête et on commencera les auditions. De toute façon, je pense que la presse continuera d'enquêter sur le sujet et tant mieux. Il y aura, j'espère, un juge d'instruction qui sera désigné pour mener l'enquête sur les faits individuels de M. Benalla, mais qu'il conviendra d'aller au-delà de ça et de faire toute la lumière sur le sujet. Aussi pour dire que finalement, on a M. Kras qui, lui, a été viré, c'est comme ça qu'on dit. Ils se sont séparés d'un collaborateur. Pardon, excusez-moi, j'essaie de parler comme en Macronie avec les bons mots, mais ils s'en sont séparés. Pourquoi se séparent-ils de l'un et pas de l'autre? Qu'a donc fait M. Benalla qui mérite qu'on le protège autant? Et donc je refais cette interrogation, a-t-il participé à d'autres manœuvres, à d'autres moments qui ne sont pas dans le cadre républicain, pour le dire gentiment? Oui, rapidement, merci. Moi, je voulais rajouter un élément. Si on sait ce qui s'est passé aujourd'hui à cette échelle-là, c'est parce qu'il y a eu une enquête à partir des témoignages de manifestants, de citoyens et citoyennes. Et ça, c'est important parce qu'on est dans un climat, je voulais revenir sur le climat de ce qui s'est passé le 1er mai, ce qui s'est passé dans les mobilisations, où le discrédit, notamment des forces de l'ordre, de la police républicaine, atteint son comble à cause de ce type de climat de répression très forte, et où ce n'est que parce que des citoyens et des citoyennes vont saisir leur appareil mobile et filmer ce qui se passe pour pouvoir ensuite le diffuser. Cette vidéo, elle tournait, il y a eu 2 vidéos qui tournaient depuis des semaines. Et, voilà. Et effectivement, heureusement qu'il y a des journalistes qui ont fait leur travail pour remonter cette source-là. Mais à la manœuvre, quand même, c'est l'initiative citoyenne. Et je pense que ça traduit un climat extrêmement délétère. Où on a un pouvoir qui utilise la force de police et également, on l'apprend aujourd'hui, des forces privées pour réprimer des mobilisations sociales. Et on voit les dérapages, on voit l'impunité qui semble s'être installée, où un personnage, parce qu'il est au plus haut, auprès des plus hautes instances, se sent légitime pour intervenir. Et donc je voulais interpeller sur ce climat d'impunité et sur le fait que non seulement les 2 personnes, parce qu'il y a une jeune femme
qui est aussi extraite assez violemment, et puis le jeune homme qui est tabassé. Donc les premières victimes de cela sont les citoyens et les citoyennes, ceux qui sont victimes, ceux qui sont témoins, et ça crée, notamment dans la jeunesse, on l'a vu dans les mobilisations contre la sélection à l'université, ça crée une extrême violence et un très fort traumatisme pour cette jeunesse qui est confrontée à la répression. Et puis, de manière générale, ça impacte les forces de police sur la République et sur, on ne sait pas à qui on a affaire. Est-ce qu'on a affaire avec des personnes qui sont légitimement responsables ou d'autres individus? Et cette collusion entre des individus avec leur intérêt privé et la police nationale est encore une fois très délétère par rapport aux missions qui sont extrêmement importantes, qui sont données à ces forces. Et je pense que ce climat-là est très négatif et c'est le pouvoir politique qui en est, en définitive, totalement responsable. Moi qui ai des questions, on a tous, vous comprendrez bien l'importance que comme groupe, les mouvements politiques que nous posons, certains qui sont proches de la France Insoumise, et même militants de la France Insoumise, sont l'auteur de ces vidéos. Mais nous pensons que c'est aux parlementaires de se saisir de ça, car c'est directement, cette fois-ci, la responsabilité, ça a été dit, du président de la République. Moi je veux insister sur le fait que désormais, à la différence d'hier soir, nous avons été nombreux à réagir, le cas Benalla semble clair. C'est lui qui a fait ça. Mais ce qui est un plus important désormais, c'est ce que disait tout à l'heure Éric Coquerel, c'est la responsabilité du chef de l'État. On a assisté aujourd'hui à un exercice de menuiserie, c'est-à-dire d'utilisation de la langue de bois de la part du porte-parole de l'Élysée, qui met directement en responsabilité l'Élysée. Il est venu expliquer qu'une sanction de 15 jours suffisait par rapport à ce que nous avons vu, c'est-à-dire l'article 40 et l'article 443 aussi, qui interdit quelqu'un qui n'est pas membre des forces de l'ordre de s'affubler d'une tenue policière. Tout ça leur semble être quelque chose d'anodin qui doit se limiter à une suspension. En se limitant à dire d'ailleurs que son rôle avait été réduit, qu'il avait quasiment disparu, alors qu'on le voit bien, ça a été dit par mes collègues, vous regardez le bus des Bleus qui était sans doute ce qui était le plus surveillé dimanche dernier, ce qui était le plus sensible, la rencontre entre l'équipe de France de foot et le président de la République, c'est M. Benalla qui l'organisait. C'est dire combien il n'était pas rétrogradé, mais tout de même en responsabilité de ce qui avait plus sensible. Donc on arrête de nous prendre pour des imbéciles. J'irai désormais, on ne veut plus entendre M. Bruno Roger Petit, c'est à Emmanuel Macron de nous expliquer la situation. Trouve-t-il normal qu'un de ses proches collaborateurs, qui doit sans doute cette situation, comme l'a dit Éric Coquerel, de protection en raison de sa proximité avec M. Macron et Mme Macron, car c'est ainsi que les choses se passent, tout le monde le sait désormais. J'ai parlé avec beaucoup de vos collègues qui connaissent M. Benalla, qui l'ont vu pendant la campagne, qui savent très bien le rôle de grande proximité qu'il avait avec le président de la République. Pour quelle raison, donc, Emmanuel Macron considère tout de même normal, comme ses proches collaborateurs responsables de coups de poing, d'usurpation d'identité de policiers, se voient limités à une sanction professionnelle. Donc c'est sa responsabilité, là je parle ici d'Emmanuel Macron, est en cause. Et donc on ne se limitera pas à ce qu'un fusible, je dirais que le sort de M. Benalla est réglé, serve uniquement à griller pour que ça s'arrête là. Et on s'interroge, beaucoup de questions vous ont été dites, est-ce que c'est la pointe immergée d'un iceberg beaucoup plus important? Est-il d'usage que des proches du président de la République se mêlent aux forces de l'ordre? Moi je pose des questions, je vous en annonce une d'ores et déjà, nous avons été molestés, nous, lors d'une manifestation à l'invitation du CRIF avec des forces de l'ordre, je reconnais des visages, dans le petit travail que j'ai fait tout à l'heure, de policiers proches de M. Benalla, qui étaient ceux qui étaient aussi des forces de police autour de nous. Qui sont ces gens? Sont-ils vraiment des policiers, etc. On se pose beaucoup de questions désormais sur comment ça se passe quand il y a des affaires sensibles, quelle est la responsabilité du pouvoir politique, qui sont ces gens, sont-ils vraiment des policiers? Ça a été dit aussi par mes collègues, on voit des images où, si j'ai bien compris, ce monsieur Kras, que monsieur Bruno Roger Petit nous a annoncé qu'il était aussi présent, j'imagine qu'il prend les devants vis-à-vis de votre travail, que prochainement l'un de vos journaux va sortir le fait que ça n'est pas un cas individuel, ils étaient au moins deux. Eh bien moi je vois, on l'a tous vu, un zoom a été fait, il porte une arme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un homme qui n'est pas policier, c'est même aux forces de l'ordre, a une arme à feu à la ceinture. Mais enfin, là, il y a des choses qui sont graves. Et ça a été bien dit. Quel est le sujet? Non seulement la responsabilité du président de la République et le lien indispensable de confiance qui doit exister entre chacun de nos concitoyens et les forces de l'ordre. La délégation de l'usage de la force et l'usage de la violence légitime est quelque chose de très codifié et c'est des fonctionnaires de police qui sont formés pour ça. Si on accepte, je vais utiliser un mot, des barbouzeries, car s'il s'agit d'une barbouzerie, de quelqu'un qui usurpe l'identité de policier pour utiliser la violence, eh bien là désormais, c'est clair que ça nous amène quand même sur autre chose. Je termine en disant que nous sommes d'autant plus irrités que des leçons de morale, nous en recevons assez régulièrement sur les violences de la part du gouvernement actuel et de M. Macron. Et vous l'avez tous relevé sans doute, c'est d'autant plus piquant que ce jour même, il était à l'Australie, le président de la République se permettait de dire qu'il n'accepterait pas la violence politique, qu'il serait extrêmement ferme. Manque de bol, l'un de ses plus proches collaborateurs faisait le coup de poing déguisé en policier.
Et pour lui, finalement, ça se limite uniquement à 15 jours et la reconduction des activités à ses côtés. Voilà. Donc, merci à la presse qui fait le boulot, dans une articulation, comme l'a dit Daniel Obono. La presse n'aurait pas pu faire son travail s'il n'y avait pas eu aussi des citoyens qui prenaient des vidéos. À leur risque. À leur risque. L'un d'entre eux a été menacé. Voilà, et nous avons, exactement, nous avons le témoignage que la première vidéo, il y en a plusieurs, la personne qui prend la vidéo, lorsque M. Benalla le voit, lui dit tu détruis ou je te casse la figure. D'accord? Et puis moi aussi, je pense que beaucoup de policiers sur place, qu'est-ce qu'ils ont fait? J'imagine que ça a remonté à leur hiérarchie. Là, ce que disait Hugo, on aimerait savoir. Quand même, vous avez tous vu ces images, qu'est-ce que c'est que ce type comme une brute qui vient sauter sur quelqu'un déjà neutralisé? J'imagine que les policiers, qui sont quand même attachés à une certaine dignité de leur travail, vont lui dire à leur hiérarchie, le conseil du président, il est chaud, et qu'il y a dû avoir des rapports. Tout ça est remonté. On veut tout ça. Et là, il y a quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, d'une affaire étouffée, d'une mini-affaire d'État, d'une situation d'impunité généralisée dans l'entourage du président de la République, et pardon, de la responsabilité directe du président de la République. S'il était au courant, si son directeur de cabinet lui a dit voilà ce qu'il a fait, s'il a dit qu'il faut sanctionner, si le président de la République considère que 15 jours de suspension, ça suffit, c'est incroyable. Moi, imaginez-moi comme député, déguisé en policier, allant faire le coup de poing dans une manifestation. D'accord? Ou j'apprends qu'un de mes collaborateurs avec sa voiture a renversé quelqu'un et s'est enfui. Je me limiterai à dire ah ben je te suspends une semaine et j'en reste là. Évidemment que la justice a le droit de me dire enfin vous n'avez pas dénoncé des violences. On en est là, c'est très grave que personne ne banalise tout ça. Et je crois qu'il y a une juste indignation dans le pays. Après tout ce qu'on a vu, on s'interroge. Pardon, il ne s'agit pas d'une suspicion de notre part, mais d'une interrogation plus générale de qu'est-ce que c'est que ce lien entre des politiques, des proches du président, au milieu des forces de l'ordre qui font des violences, dans un moment où vous savez très bien que ça a été utilisé grandement par le pouvoir, les violences qui ont eu lieu dans ces manifs, pour délégitimer ce mouvement social qui lui était porteur évidemment de choses que nous soutenions. Donc la presse, faites bien votre travail, pour le coup là vous avez été utile, et je crois, non mais je le dis, bah oui, mais attendez, je dirais on est suffisamment critique pour que cette fois-ci nous soyons en endroit légitime de souligner que quand il y a un travail qui est utile, non mais c'est fertile pour la démocratie, dans une articulation. Ne me prenez pas pour des interrogations. Pardon? Je ne le referai plus. C'était. À ma connaissance aussi, mais je me trompe peut-être, il y a des grands spécialistes de la Ve République aussi. Moi, je n'ai pas connaissance de souvenir que une sécurité privée exerce la sécurité du chef de l'État. Moi, j'aimerais que vous regardiez un peu. Je sais que il y a eu à un moment donné des turnovers dans les forces de police qui assurent, entre policiers et gendarmerie, mais que des membres de la sécurité privée assurent la sécurité du chef de l'État et d'événements, comme tu l'as dit sur le car qui a été civique l'autre jour, je crois que c'est une première. Ça aussi, ça c'est quand même, ça m'interroge aussi, d'autant plus qu'il me semble, là aussi vérifiez-le, parce que depuis hier on avance un peu en complément, on va dire, il me semble qu'il n'apparaît dans aucun organigramme à l'origine, et que je me souviens que le chef de l'État avait été très clair sur ces questions-là, par rapport à ses ministres, sur les chargés de mission et autres qui n'apparaissent pas dans les organigrammes. Donc s'il n'apparaît pas dans l'organigramme, on est en bon droit de commencer à parler de cabinet fantôme et d'évoluer quand même à des missions de sécurité régaliennes du chef de l'État. Je veux dire que là aussi, je trouve qu'il y a une matière qui, moi, me surprend, pour ne pas dire plus. Pour conclure, en plus, moi j'ai eu l'honneur de faire ce que M. Benalla avait demandé. J'ai fait peur. Mais non, mais j'ai demandé à être observateur. J'ai passé 4 jours dans les services de gendarmerie et j'avais pas de brassard gendarmerie, j'avais pas d'arme à feu, j'ai tapé personne. Voilà, non, mais du coup, c'est d'autant plus déplaisant qu'on sait qu'il y a des tas de policiers qui essayent de se battre pour faire valoir le fait qu'il y ait une police républicaine dans ce pays qui essaye de faire son travail dans le cadre déontologique, justement, on est sur des débats sur la police de sécurité du quotidien, d'un rapprochement de la police avec la population, qu'il faut qu'on baisse le niveau de violence, que ce soit les stratégies de désescalade. On voit bien que tout ça était encore une fois un double discours de la part du ministre de l'Intérieur, d'habitude je dis le sinistre de l'Intérieur, et du chef de l'État. Enfin voilà, tout ça est déplorable. Encore une fois, après, on se posera la question si la prochaine session ordinaire qui va arriver assez vite, si la majorité ne se penche pas sur là-dessus,
on réfléchira très sérieusement à ne pourquoi pas utiliser notre droit de tirage parlementaire sur le sujet, parce que l'affaire est trop grosse pour qu'elle passe à la trappe comme ça.